Je suis Fabien Bressan, je suis adjoint de direction de Labocité, le centre de ressources politique de la ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, et du coup, je suis chargé d'introduire cet après-midi. Alors, je ne suis pas seul, puisque le moment qu'on vous propose, on l'a construit collectivement. Et en fait, c'est dans un cadre assez particulier, puisque au sein du réseau national des centres de ressources politiques de la ville, on a constitué avec plusieurs autres centres régionaux un groupe de travail thématique sur le sport. Et du coup, cette visio a été concoctée par l'IREF, qui est le centre de ressources Hauts-de-France, le CRPV Guyane, qui, comme son nom l'indique, est en Guyane, Trajectoire Ressources pour la Bourgogne-Franche-Comté et Réseau Ville pour Bretagne-Pays de Loire, et donc Labocité pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est tous, avec mes collègues, représentés aujourd'hui. Ce groupe de travail, il a été créé il y a un peu plus d'un an, afin d'entamer une réflexion au sein des CRPV au niveau national sur la place du sport et des activités physiques dans les QPV. Et assez rapidement, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Merci, si on pouvait le couper. Et du coup, je disais assez rapidement, on a décidé que ce sujet méritait d'être porté et diffusé largement, notamment en organisant des temps d'échange nationaux. On a donc, en juillet dernier, organisé une première visio qui était intitulée « Le sport dans les quartiers populaires, quels enjeux pour la politique de la ville ?» qui nous a permis de mesurer l'intérêt que portaient les acteurs du sport et de la politique de la ville sur le sujet, puisque, en effet, on était environ 250 personnes inscrites un vendredi après-midi, le premier jour des vacances d'été, donc avec quelques défis qu'on s'était calés, pour écouter des intervenants et des intervenantes d'horizons différents, donc des universitaires, l'Agence nationale de cohésion des territoires, le ministère des Sports et des JO, des associations et les centres de ressources pour croiser leurs regards. Ça a été pour nous un moment un peu précieux puisque si vous n'avez pas eu la chance ou le temps d'y assister, on en a produit 2 documents de capitalisation, donc un replay de la visio et une publication écrite que vous allez pouvoir retrouver dans le chat, puisque ma collègue Colline du CRPV Guyane va vous mettre les liens, et comme ça, vous pourrez, si vous en avez envie, aller chercher ces 2 éléments de capitalisation. Face à ce que nous, on a considéré comme un succès, on a donc réitéré le format pour lequel on se retrouve aujourd'hui. Comme vous le savez, certainement, ou en tout cas, on va vous l'apprendre, on est quand même dans une année charnière pour la politique de la ville. Le contrat de ville se termine en fin d'année 2023 et on sait que l'ensemble des territoires se préparent aujourd'hui à la future contractualisation. Il était donc important pour le réseau national des centres de ressources d'essayer de porter des messages pour que certaines thématiques qu'on juge essentielles ne soient pas oubliées. Donc, je profite aussi de ce moment pour vous dire qu'il y aura d'autres visios nationales. Ça, c'est pas le discours, hein. C'est pas les GDF, ça. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez couper les micros quand vous vous connectez? Merci. Donc, il y aura d'autres visios nationales qui seront organisées par des collègues d'autres groupes de travail inter-centres de ressources qui vous seront proposés cette année. Je crois qu'un des prochains, ça sera sur l'égalité femmes-hommes. Mais du coup, nous, comme on est tous un petit peu aussi un peu plongés dans le sport, et puis même si on en a une vision qui quand même tourne autour de l'utilité sociale du sport, on a un tout petit fond compétitif quand même, il ne faut pas se cacher. On s'est activé pour être les premiers entre tous les CRPV à organiser une visio. Ouais, on ne se refait pas complètement. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous propose? L'objectif, c'est de passer des constats qu'on avait dressés en juillet dernier à plutôt des projections vers l'avenir. On a donc construit un programme pour essayer de tenter de répondre à 2 questions. Quels enseignements positifs et négatifs on retire des précédents contrats de ville, sur la question du sport évidemment. Et puis, deuxième question, quelle place on attribue au sport, à ses acteurs, à leurs actions pour l'avenir. Et pour y répondre, on a choisi d'apporter encore une fois des regards pluriels afin d'avoir des avis différents qui peuvent être complémentaires, pourquoi pas parfois divergents. Et j'en profite du coup pour remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris le temps de nous apporter leurs précieuses contributions.
Ben, Benjamin, je te cède volontiers la parole pour la prochaine demi-heure. Merci à tous et à toutes. Bien, merci Fabien. Bonjour à tous. Voilà, donc moi j'ai la charge de proposer un petit temps starter sur le sujet, également assez synthétique, assez court. J'ai un petit diapo que je vais vous partager pour faciliter un petit peu la présentation. Donc moi, c'est Benjamin Coignet, je suis directeur adjoint d'un centre ressources pour la politique de la ville, donc le CRPV Trajectoire Ressources qui est à Besançon et qui couvre la Bourgogne et la Franche-Comté. Et j'ai également un parcours en sociologie du sport et j'ai soutenu un doctorat il y a quelques années sur la place du club sportif, des clubs sportifs dans les quartiers prioritaires de la ville. Et ça m'a permis d'avoir quelques éléments sur les politiques publiques, puisque j'ai observé la manière dont ces clubs sportifs, finalement, étaient connectés, étaient reliés, accompagnés, soutenus par la politique de la ville, les contrats urbains de cohésion sociale à l'époque, etc. Donc là, j'ai quelques éléments à apporter par rapport à ça. Donc, moi, ma contribution, là, elle sera pas tellement tournée sur en fait, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, quelles sont les pratiques sociales, combien il y a de pratiquants, etc. Nicolas Penin brossera un tableau, on va dire, des pratiques sociales. Moi, je vais vraiment me focaliser sur, finalement, dans les différentes phases de la politique de la ville depuis 45 ans, quelle place a eu le sport dans toute cette histoire, dans toute cette période, comment on peut qualifier cette place, quel rôle a joué le sport, finalement, dans tous ces types de contrats. Donc, pour moi, c'est important de dissocier les choses parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que de s'intéresser à comment ça se passe concrètement le sport dans les quartiers. Donc, voilà, je vais donc brosser rapidement les éléments du passé pour essayer de dégager quelques pistes sur l'avenir. Alors, premier point par rapport à ça, c'est que on peut déjà dire que le sport a toujours eu une place dans les différents plans et contrats qui se sont succédés depuis 45 ans. Donc, pour ceux qui connaissent moins la politique de la ville s'organise autour de phases, de cycles qui durent 6, 7, 8 ans, avec des modalités particulières de contractualisation pour traiter des problèmes sociaux. Et si on regarde l'histoire des 45 années, à chaque fois, le sport a trouvé sa place, a trouvé une place pour répondre à différents sujets. Donc, c'est déjà un premier point par rapport à notre discussion, c'est qu'à aucun moment, on a éliminé l'approche sportive ou l'intérêt du sport, des acteurs sportifs pour traiter les problèmes des quartiers. Donc, on peut déjà faire l'hypothèse que pour l'avenir, a priori, il y a de grandes chances que ça continue comme ça. Bon, cette histoire, elle a permis un petit peu de stabiliser cette place. Cette place a été stabilisée, mais c'est quand même le fruit de différents vecteurs, de différentes zones de tension. Alors, il y a eu du débat, il y a eu des injonctions, du réglage, du volontarisme de certains acteurs, que ce soit nationaux ou locaux, qui ont fait cette histoire. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours empreint d'une certaine forme d'un rapport de force, de discussion, de négociation pour donner une place, pour attribuer une place au sport. Et d'où l'intérêt de faire cette visioconférence aujourd'hui, c'est de se dire quels vont être les enjeux, les zones de discussion, de débat pour inscrire le sport dans la future politique de la ville. Alors, donc ça, après, je reviendrai sur un peu les grandes places que le sport a eues. On peut dire que si on fait le constat aujourd'hui de quelle place a ou a eu ces dernières années le sport dans la politique de la ville, il y a trois gros points de vue, on va dire. C'est très schématique ce que je propose, mais c'est vraiment pour amorcer la discussion. Il y a ceux qui vont dire, en gros, le sport a une place relativement équilibrée dans la mécanique de la politique de la ville, que c'est relativement fidèle à la réalité sociale, aux pratiques, à l'ampleur du sujet, et que on trouve le sport n'a ni trop de place, ni trop peu de place, et que c'est relativement équilibré. Il y a ceux qui vont critiquer la place un peu hégémonique, dominante du sport dans la politique de la ville. Ce qui vont notamment évoquer le fait que les acteurs sportifs, via l'appui de la politique de la ville, vont outrepasser des périmètres d'intervention, vont aller sur des champs occupés par d'autres, les acteurs de l'éducation, du social, de l'emploi, du socioculturel, de la culture, etc., peuvent voir parfois les acteurs du sport
et notamment le soutien financier et l'accompagnement ou leur place dans la politique de la ville comme quelque chose d'un petit peu en décalage et un petit peu trop hégémonique, un peu trop grande. Donc ça, on l'entend notamment depuis la dernière contractualisation. On l'a beaucoup entendu dans la phase d'évaluation de l'année dernière. Et puis, troisième son de cloche, c'est ceux qui vont dire, en fait, non, les acteurs sportifs n'ont pas suffisamment de place et de poids, ne sont pas suffisamment reconnus à leur juste valeur dans le cadre de la politique de la ville. Et en fait, ils passent après les autres, ils ne sont pas assez financés, pas assez soutenus, etc. Donc, on entend un peu tout ça sur la place du sport dans la politique de la ville. Bon, si on regarde, si on analyse un petit peu, qu'est-ce qui a fait, quels ont été les vecteurs, les éléments qui ont donné une place au fil des contrats au sport, donc dans les contrats, dans les différents dispositifs. Il y a plusieurs éléments qu'on peut relever. Alors, le sport a entretenu cette place, cette occupation, ce positionnement dans la politique de la ville depuis 45 ans, déjà parce qu'il y a des croyances partagées entre une très grande diversité d'acteurs. La croyance un système de croyances complexe qui dit qu'en gros, grâce au sport, on croit qu'on peut traiter des problèmes sociaux, que le sport a un potentiel pour traiter une très grande diversité de problèmes sociaux. Et ça, en fait, ça fait levier certainement dans le fait que on va vouloir valoriser le sport ou mettre du sport dans la politique de la ville. Alors ça, il y a des croyances, mais il y a aussi des faits, il y a aussi des choses objectivables, plus quantifiables. Eh bien, c'est que on observe, on voit aussi, on a des observations vraiment de terrain et fiables, etc., qui disent que, en fait, grâce au sport, on va pouvoir capter des publics, aller vers des populations, travailler avec des populations, alors que d'autres pratiques sociales sont plus en difficulté. Les portes ouvertes des clubs sportifs, ça marche un petit peu. Et le aller vers les publics des quartiers, ça marche aussi. Mais en fait, grâce au sport, des fois, le simple fait d'avoir un service, un projet qui se déroule en proximité des populations, ça marche aussi un petit peu. Et ça, du coup, certains peuvent l'observer. Autre vecteur qui a fait cette histoire de la place du sport dans la politique de la ville, eh bien, c'est que les politiques sportives de droit commun ont souvent été en relais, ont fait leur part dans la mobilisation de leurs ressources, dans leurs orientations, à côté de la politique de la ville. Donc, la politique de la ville, même si elle a incité à la mobilisation du sport, a rencontré ces dernières décennies également un appui, un relais d'autres politiques sportives étatiques, régionales, départementales et communales. Pour la suite, donc on a des institutions sportives, fédérations, comités régionaux, départementaux, clubs, etc., qui vont s'intéresser aux problématiques des quartiers, qui vont parfois investir le sujet, qui vont surtout être traditionnellement en relais des orientations que l'État va donner, mais parfois vont initier des choses et vont mettre en place des approches et vont compléter l'approche de la politique publique. On a des diplômes et des formations qui vont aider aussi à la reconnaissance et au fait qu'on va pouvoir mobiliser le sport dans la politique de la ville. Des diplômes jeunesse et sport, des diplômes universitaires et une diversité de formations qui vont aussi préparer des intervenants, des professionnels. Et puis, je dirais, dans les ingrédients qui ont fait cette histoire, on va avoir des acteurs pivots, alors qu'ils soient nationaux ou locaux, donc qui ont en fait, dès leur création souvent, agi, valorisé, revendiqué, démontré, mobilisé, interpellé pour dire le sport doit garder une place très forte dans la politique de la ville en raison de tout ce que je vous ai présenté sur la diapo, en raison de ces publics captés et puis de tout un tas d'éléments comme ça. Donc là, dans les acteurs pivots nationaux, il y a l'Agence pour l'éducation pour le sport. Moi, j'ai fait mon doctorat et j'étais salarié de l'Agence pour l'éducation pour le sport pendant plusieurs années. Il s'est créé dans les années 90 pour ça. Il y a Sport et Citoyenneté. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Play International, voilà, etc., etc. Donc, il y a plusieurs acteurs qui font ça. Et puis, des acteurs locaux qui ont aussi ce rôle-là et qui sont parfois devenus nationaux. Je crois qu'il y a quelqu'un de l'association Rebond, qui est aussi une structure locale, mais qui, à un moment donné, fait rayonner le sujet plus largement. Alors,
pour compléter un petit peu la présentation, l'idée, c'est de se dire aussi, il y a cette histoire de la place du sport à travers les 45 années, elle n'a pas toujours eu la même couleur. Elle n'a pas toujours attribué ou positionné le sport de la même façon pour les mêmes finalités. Donc, ce n'est pas tout à fait une chronologie que je fais là, c'est juste, mais ce n'est pas très loin, mais je pense que c'est difficile de faire une vraie chronologie. En tout cas, c'est de montrer qu'il y a pour moi, il y a 3 référentiels qui se sont créés historiquement, qui aujourd'hui sont présents et qui marquent finalement l'histoire de cette place du sport dans la politique de la ville. Pour moi, le premier référentiel, c'est le référentiel historique fondateur de la rencontre entre le sport et les politiques publiques de développement social, c'est-à-dire la création du développement social par le sport. Ça a d'abord été, on va dire, années 80, 90, ça a vraiment été autour de la prévention de la délinquance juvénile, où là, il y avait vraiment beaucoup d'orientations, beaucoup de manières de qualifier, de financer, d'accompagner, de mobiliser le sport autour de ce sujet-là. C'est vraiment le premier temps de cette logique, dans une logique de proximité. Le sport en proximité, avec beaucoup d'actions pieds d'immeuble, les premiers tournois interquartiers et toute une diversité de modes opératoires comme ça, où on avait en face les premiers militants, les premiers pionniers qui ont été reconnus par la politique de la ville, qui ont été professionnalisés, parfois diplômés, grâce à la politique de la ville, pour rester dans le quartier et faire un travail de prévention de la délinquance, notamment la délinquance juvénile. Donc ça, c'est vraiment l'acte fondateur. Et ça s'est accompagné d'une période très importante autour des équipements. Donc ça allait avec, en fait, on pense au J-Sport du début des années 90, avec un plan très important pour mettre des équipements en proximité, les premiers city-stades, la première génération de city-stades. En fait, ça allait en même temps que cette idée de la prévention de la délinquance. Il fallait occuper le terrain par des clubs et aussi par des équipements en proximité. Le deuxième référentiel qui est arrivé peut-être un petit peu après, mais ça se discute, mais quand même en tout cas qui a eu son temps fort un petit peu plus tard, on est au début des années 2000, 2010, quelque chose comme ça, où le temps fort était là, c'est plutôt, on va placer le sport dans la politique de la ville pour favoriser l'accès, en fait. C'était l'accès aux droits sportifs, l'accès au sport pour tous. Ça a été vraiment un temps fort là-dessus, dans une logique de cohésion sociale. On est sorti un peu de la prévention de la délinquance pour aller vers une logique de cohésion sociale territorialisée. Et là, on s'est dit, le sport a un rôle à jouer important. Donc, on peut penser particulièrement aux femmes dans cette période-là. Si on pense au rapport Femmes et Sport de 2004, qui a impacté fortement derrière la politique de la ville, dans le financement notamment des dirigeantes, pour pouvoir avoir des pratiquantes, etc. Donc, voilà. Et puis les finalités, on a démultiplié les finalités, la santé, l'accès aux droits, la lutte contre les discriminations, et on était un peu au début des problématiques d'insertion professionnelle. Et puis, peut-être la dernière génération ou la dernière séquence de cette histoire, on a peut-être un peu resserré, et ça c'est une hypothèse, il faudrait encore vérifier, mais certainement c'est ça, autour de la question de l'utilité sociale qu'il fallait démontrer, affirmer. On a changé de vocabulaire, on a un petit peu réduit la voilure, en fait, peut-être réduit un petit peu l'ampleur de la diversité des sujets autour de quelques grandes questions, et notamment celle de l'emploi. Donc le sport comme vecteur d'insertion dans le sport, donc l'insertion dans le sport, par le sport, autour du sport, etc. Et ça s'est vraiment stabilisé depuis surtout le dernier contrat, là, le contrat de ville qui se termine actuellement. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui a changé de rhétorique, de vocabulaire un petit peu plus. Toute dernière diapo, pour ne pas faire trop long, mais c'est pour le temps starter. Peut-être quelques ingrédients qu'on souhaitait donner à mettre à discussion finalement. Si on se projette, quelles hypothèses on peut faire pour la suite. Bon, il y aura certainement toujours le sujet d'une meilleure reconnaissance des acteurs sportifs qui sont en proximité, qui font un travail d'encadrement, d'animation, d'occupation finalement d'un espace social, et qui, quelles que soient les finalités qu'on va rechercher, en fait, il y aura toujours ce sujet de ne pas les oublier,
de bien les observer. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu dans mon travail de thèse, où des clubs sportifs qui avaient parfois 100, 200, 300 licenciés n'émargeaient pas au contrat de ville de l'époque, parce qu'en fait, ils ne rentraient pas dans les cases, etc., alors qu'ils avaient tout pour être un vecteur important. Donc là, ce sujet, on peut faire l'hypothèse qu'il sera toujours présent, puisque la politique de la ville restera certainement un dispositif technique, technologique, administratif, qui fait que il y a toujours le risque d'oublier en fait des forces en présence et des ressources. Deuxième élément, c'est que ça dépendra aussi comment la mobilisation du droit commun sportif se mobilisera à côté de la politique de la ville. Donc, un des fondements de la politique de la ville, ce n'est pas de faire à la place des politiques de droit commun tout sujet confondu, c'est bien d'essayer de mobiliser, de flécher, d'inciter, de faire en sorte qu'on aille en direction des quartiers. Bon, cette mobilisation du droit commun sportif, on va se la poser avec les Jeux Olympiques. Peut-être qu'on s'était dit d'ailleurs entre les CRPV qu'on fera certainement un temps de discussion là-dessus. Quelles sont les retombées pour les quartiers de ces fonds de politique publique très larges par rapport aux quartiers. Il y a des enjeux qui seront à défricher, qui vont s'inscrire, qui vont marquer la future contractualisation, certainement. Il y a de grandes chances. On attend la feuille de route, mais globalement, on a quand même des signaux qui se stabilisent autour de plusieurs enjeux. Alors, si on pense au sujet de la transition écologique, c'est quelque chose qui sera inscrit, qui aura du poids dans la future contractualisation. La question qui se posera, c'est comment le sport contribuera à la transition écologique dans les quartiers. Et ce n'est pas évident, puisque dans les quartiers, on sait déjà que les habitants, ce sont ceux qui ont l'empreinte carbone la plus faible et qui ont déjà des pratiques écologiques imposées, une sobriété qui leur est imposée, etc. Donc là, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Et là, on a un peu une inconnue sur la place du sport pour relever ces défis de transition. Il y aura peut-être une autre problématique aussi qu'il faudra reconnaître, travailler, c'est la question de la notion de proximité, mais aussi de lecture intercommunale du contrat de ville. Depuis 2014, les contrats de ville sont pilotés à l'échelle intercommunale. Parfois, ça a pris, parfois, ça n'a pas pris, etc. Mais globalement, c'est la loi, c'est la règle. L'inscription du sport dans cette logique devra aussi réfléchir à cette dimension intercommunale, c'est-à-dire une action en proximité dans le quartier, mais certainement aussi dans une lecture de mobilité interquartier, intercommunale. Ça reviendra certainement. Autre enjeu pour le sport, ça va être d'être en capacité d'inscrire des projets, de s'inscrire dans une lecture des quartiers qui est mobile, qui bouge. Plus le temps passe, plus on sait que les quartiers, même si les gens restent pour beaucoup, il y en a quand même beaucoup qui partent. Et la temporalité d'un contrat de territoire, d'un plan ou d'un contrat de ville, fait que les habitants bougent énormément. On l'a vu entre les CRPV, il y a des études qui montrent qu'environ la moitié des habitants qui étaient au début de 2014, au moment de la signature, la moitié ne sont plus là au moment de l'évaluation en 2022. Donc, il y a eu un renouvellement de la moitié des quartiers environ le temps d'un contrat. Bon, ça, pour le sport, si c'est dans une logique éducative, si c'est dans une logique de prévention de la délinquance ou de quelle que soit la finalité, ça va impacter aussi la manière de se saisir de ça. Et puis, peut-être le dernier point, c'est le sport dans la participation, la formation citoyenne. Ce sera un axe important de la future contractualisation, la manière de construire le contrat, mais aussi de faire vivre le prochain contrat de ville. Ce sera certainement inscrit, ça aura de la place. Ça sera de faire participer les habitants dans le processus de gouvernance, de pilotage, d'animation de la politique de la ville. Bon, est-ce que le sport proposera quelque chose en ce sens-là? Est-ce que le sport sera un espace de formation, d'expérimentation, de la participation citoyenne à tous les âges, pas que pour les jeunes, pas que pour les seniors, mais pour tous. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, qui peut donner une fenêtre aux acteurs sportifs pour rentrer pleinement dans la politique de la ville. Voilà pour moi. Donc, en synthèse, le sport a toujours eu une place dans cette politique de la ville depuis 45 ans. Cette place a évolué, s'est recomposée, mais globalement, on peut faire l'hypothèse qu'il y en aura une, il y en aura même plusieurs peut-être pour les futures orientations. Voilà pour l'introduction optimiste. Et je laisse les autres nuancer. Merci Benjamin. Nicolas Penant, on enchaîne directement. Je vous laisse vous présenter puis attaquer.
C'est parti. Donc, Nicolas Penant, je suis directeur adjoint de la fac des sports et de l'éducation physique à l'Université d'Artois. On est à Liévin, à côté de Lens, pour ceux qui ne voient pas très bien où ça se situe. Mais j'interviens surtout ici en qualité de chercheur au sein d'une équipe qui s'appelle l'Atelier Sherpa. C'est une composante d'un laboratoire régional de recherche en STAPS, un laboratoire pluridisciplinaire qui s'appelle l'UREPS. Alors, je commence par là parce que notre programme de recherche se concentre justement sur la question des effets de l'activité physique auprès de populations qu'on qualifie de vulnérables, avec des formes très différentes de vulnérabilité. Mais pour ce qui me concerne, en particulier, les territoires prioritaires de la politique de la ville. Nous, on s'intéresse notamment, en particulier, à la problématique de la mesure des effets. Comment est-ce qu'on peut faire? Quels indicateurs? Comment les appréhender? Quand les mesurer? Comment interpréter? Parce qu'il nous semble que c'est un enjeu majeur. Et puis aussi à la conditionnalité de l'apparition de ces effets. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je ne suis absolument pas convaincu par l'usage d'un terme qui est très répandu, hein, le terme dit des bonnes pratiques, qui laisse penser qu'il suffirait d'identifier ce qui a fonctionné à un endroit pour pouvoir le dupliquer ailleurs et attendre des résultats similaires. L'expérience, hein, la vôtre et puis des travaux de recherche montrent que c'est malheureusement pas si simple. Donc, ce qui impose d'identifier non seulement les effets, mais aussi les conditions de production de ces effets. Et ça nous semble être un élément qui est indispensable, notamment quand on prétend travailler avec des acteurs qui sont plutôt versés sur le volet intervention. Je pense que pour être une ressource, il faut pouvoir aller jusqu'à ce niveau-là de précision. On est aussi particulièrement sensible à la question de la circulation des savoirs. Ça constitue d'ailleurs un axe, une seconde dimension qui est structurante dans notre programme scientifique. Donc vous comprenez bien que je suis très content, grand plaisir de répondre favorablement à l'invitation qui m'a été faite pour intervenir aujourd'hui. Tout ça renvoie aussi à l'idée qu'on se fait de la portée sociale de nos travaux, qui peut, à mon avis, vraiment se traduire en actes que si on est audible et si on construit des relations de collaboration, je dirais, sincères avec des partenaires qui sont plus directement connectés à l'intervention. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis une vingtaine d'années maintenant, avec des partenaires variés, parfois des acteurs de la recherche comme l'ANR, parfois des collectivités publiques locales, des communautés d'agglo, et puis des acteurs associatifs qui ont déjà été cités ici, par exemple l'appel SLUFOLEP, et puis Rebond, dans le cadre même plus récemment d'un dispositif qui s'appelle le Consortium Impact Social par le sport, et je terminerai mon intervention en disant quelques mots. Alors, cette rapide introduction posée, j'entre dans le vif du sujet. Quelle place du sport dans la future contractualisation de la politique de la ville? Dire d'abord que si la question mérite d'être posée, c'est que le sport et les activités physiques, je ne vous apprends rien, sont des pratiques culturelles qui sont extrêmement répandues. Si on se réfère par exemple aux données les plus récentes produites par l'INSEE en 2022, plus de 80% de la population âgée de 15 ans et plus déclare avoir pratiqué une activité physique dans l'année écoulée. Ça veut dire que ces pratiques-là sont les pratiques culturelles qui sont les plus populaires en France, et je veux dire par là les plus populaires, les plus répandues. Donc ça veut dire qu'elles représentent à minima un levier potentiellement extrêmement puissant compte tenu de cette popularité et de l'ampleur de son public. Et puis elles sont aussi intéressantes parce qu'elles présentent un maillage territorial qui est extrêmement dense, même si on peut observer des disparités territoriales qui sont fortes. Alors pour entrer plus précisément dans ce qui nous réunit, la question des territoires prioritaires de la politique de la ville, on enregistre, selon les sources et les modes de définition, environ 4 fois moins d'équipements sportifs par habitant dans les QPV qu'en moyenne en France métropolitaine. Ça veut dire que là où on sait que les ressources sont les moins importantes, en matière de mobilité par exemple, c'est aussi là que les contraintes d'accès sont les plus fortes. Et ces contraintes, elles expliquent certainement au moins pour partie une plus forte sédentarité des classes populaires par rapport à celles qui sont les mieux dotées. Ce qui est aussi une façon de rompre avec l'idée implicite d'une forme de responsabilité des populations elles-mêmes en matière d'inactivité. Et donc, ça justifie un accompagnement attentif, je crois, des politiques de la ville à cette question, soit en soutenant l'implantation d'infrastructures pour combler le retard, et le retard est important, vous l'avez bien compris, mais ce n'est peut-être pas gagné, soit, et c'est une autre piste, en accompagnant aussi le développement de formes de pratiques sportives émergentes ou d'activités physiques émergentes qui s'adaptent aux déficits infrastructurels en inventant de nouvelles modalités d'utilisation de l'espace. Je pense par exemple à une discipline qui s'est quand même qui s'est structurée depuis, qui n'est pas toute récente, les danses urbaines, qui illustre très bien la façon dont des pratiques populaires peuvent faire progressivement l'objet d'une forme de légitimation culturelle. On trouve aujourd'hui les danses urbaines dans les centres chorégraphiques nationaux et c'est une discipline qui figurera au programme des prochains Jeux olympiques.
Je pense aussi au parcours que Benjamin Cognier connaît bien, qui investit justement l'espace urbain pour se l'approprier en transformant un espace de pratique. Et donc, ces disciplines, elles me semblent intéressantes parce que finalement, elles transforment une contrainte en une ressource, elles offrent de nouveaux espaces de pratique et elles valorisent les cultures populaires, et ce n'est pas le moindre de ses intérêts. Mais pour les pouvoirs publics ou les politiques de la ville, ces disciplines, elles sont parfois très difficiles à accompagner parce qu'elles sont souvent peu institutionnalisées, notamment dans les premières étapes de leur émergence, et que donc elles sont difficiles à identifier. Et parce qu'elles sont difficiles à identifier, il me semblait intéressant d'attirer votre attention sur ce point qui peut contribuer à peut-être les rendre un peu plus visibles. Mais quel intérêt finalement, au-delà de la popularité du sport, quel intérêt d'intégrer le sport dans la future contractualisation de la politique de la ville, puisque c'est la question qui nous réunit aujourd'hui? Eh bien, peut-être d'abord de permettre à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent d'accéder aux loisirs sportifs. Je ne suis pas certain qu'on se pose la question de l'accès au musée, au théâtre ou au cinéma, parfois dans les mêmes termes. Je ne suis pas certain qu'on se pose la question de ce que le sport peut offrir en termes de, simplement, tout bêtement, de vivre un bon moment. Alors, pardon pour la trivialité ou la naïveté de cette proposition, mais c'est quand même déjà peut-être pas rien, et ça renvoie à l'une des remarques qui était faite par Benjamin. Quelle est l'utilité du sport? À quoi ça sert? J'ai l'impression que pour cette pratique culturelle-là, la démonstration doit être faite plus que pour... Nicolas, ouais, le micro. Ouais, ça va? Super, merci, parfait. C'est bon. Oui, donc je disais, ça dit peut-être quelque chose aussi des hiérarchies, des légitimités culturelles par rapport à d'autres. Et puis ça pose la question finalement du droit peut-être d'accès aux loisirs et donc de la responsabilité publique en matière d'accompagnement pour l'accès aux loisirs. Ce n'est pas une question à laquelle la sociologie peut répondre, c'est plutôt une question politique, mais il me semblait que ce n'était pas inutile de la poser parce que, je le disais, elle renvoie aussi à des formes de légitimité culturelle. Évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, pour aller vite, puisqu'on a un temps contraint, je voudrais proposer quelques effets que le sport peut participer à produire, effets qui sont identifiés dans les travaux et qui me semblent être des enjeux majeurs de la politique de la ville. 3 points, l'influence sur la santé, je passerai très rapidement parce que je ne suis pas spécialiste, la fabrique de liens sociaux ensuite, et puis la question de la mobilité qui a aussi été évoquée. Donc, la question de la santé, je le disais, ce n'est pas ma spécialité, mais on ne peut pas l'ignorer. Les problématiques de santé, elles se posent spécifiquement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, liées notamment à la sédentarité déjà évoquée et des problématiques associées telles que l'obésité, le diabète, cardiopathie. Il y a des dispositifs qui se développent largement et qui sont maintenant bien connus, comme les maisons sport-santé par exemple, qui s'attachent à mobiliser et accompagner les publics, notamment les publics qui sont les plus éloignés de l'activité physique, pour les inscrire ou les réinscrire dans des habitudes de pratique plus régulières. Des publics notamment qui sont les plus éloignés souvent de ce que propose le tissu associatif, entre guillemets, sportif traditionnel, notamment du fait des intentions qui sont les siennes. Le deuxième point rapide, la question de la fabrique du lien social. Je vais y passer un petit peu plus de temps. Nos travaux montrent, et on n'est pas les premiers, loin s'en faut, que les sports sont des espaces de socialisation et de sociabilité. On y observe la création de diverses formes de liens sociaux, et pour reprendre la typologie de Serge Pogam, des liens de participation élective, de participation organique ou de participation citoyenne. Je vais le détailler. Les plus évidents sont sûrement les liens de participation élective. Et ça, on peut dire de façon quasi mécanique, se créent des liens affinitaires qui constituent une ressource et qui sont aussi la marque tangible d'une forme d'intégration, quand bien même cette intégration serait très locale. Mais ces liens de participation élective sont aussi des supports, parfois, qui se transforment en liens de participation organique, c'est-à-dire des liens sociaux qui se jouent dans le cadre d'une activité professionnelle ou qui permettent d'y accéder. Ça aussi, ça a été évoqué, la question de l'insertion professionnelle. Moi, je suis assez prudent, notamment par rapport à cet indicateur, quand on prétend mesurer l'efficacité de dispositifs en mesurant l'insertion professionnelle. C'est, je crois, oublier que l'insertion professionnelle tient à bien d'autres choses qu'aux dispositifs qui sont proposés. Pour ne citer que quelques éléments, évidemment, les ressources qu'importent les bénéficiaires, ou le marché de l'emploi, ou les discriminations à l'embauche. Bref, je pense que c'est piégeux de mesurer l'efficacité d'un dispositif en mesurant l'insertion professionnelle. Nous, on préfère par exemple mesurer ce lien de participation organique en disant quels sont les liens qui dépendent, ou en tout cas qui résultent de ce qui a été proposé par les dispositifs et qui sont les supports à une insertion professionnelle ensuite. Donc, ces liens de participation organique constituent une ressource majeure pour accéder à l'emploi.
Ces liens de participation organique, ils ont déjà été cités, on les trouve par exemple, on a pu les observer dans les parcours de jeunes qui sont suivis par l'association Rebond, des jeunes pour qui le parcours sportif est déterminant dans l'accès à l'emploi, notamment via les liens sociaux qui s'y sont créés. Il y a des dispositifs, l'APEL, ça a également été cité, comme Déclic Sportif, avec qui on a travaillé aussi, qui montrent aussi que ces dispositifs fonctionnent évidemment bien mieux avec les bénéficiaires qui déjà au départ sont les mieux dotés, mais permettent à minima de booster les parcours et d'offrir des perspectives professionnelles méconnues, parfois même inespérées. Et puis les pratiques sportives, elles peuvent être créatrices, ça a été également évoqué par Benjamin, de liens de citoyenneté. Alors, sur mes terrains d'enquête, moi, je me suis rendu compte que la plupart des institutions qui sont implantées en QPV ne sont pas administrées par des gens du quartier, par des gars du coin, pour parler comme un sociologue qui s'appelle Nicolas Renaï, qui travaille plutôt sur la ruralité, mais il y a des parallèles qui peuvent être faits. Alors, ça ne veut pas dire que ces associations ne jouent pas leur rôle, mais ça peut interroger sur la place laissée aux habitants dans la définition des programmes qui leur sont dédiés. Dans les associations sportives, a contrario, il n'est pas rare que les postes de direction soient occupés par des habitants du quartier. Et ça me semble être intéressant en termes d'engagement et de mobilisation citoyenne, là où on déplore si souvent, par exemple, des taux d'abstention records qui pourraient laisser penser que l'engagement citoyen a été abandonné. Peut-être qu'on trouve dans les pratiques sportives d'autres formes visibles d'un engagement citoyen sur lequel les politiques de la ville pourraient s'appuyer et que la politique de la ville pourrait valoriser. Donc, ces liens sociaux alimentent diverses formes de capitaux sociaux, capital d'autochtonie, par exemple, largement alimentés par l'engagement sportif. Dernier point sur les effets, la question de la mobilité. Mobilité géographique et sociale. D'abord parce que dans un cadre compétitif, il ne s'agit pas de dire que tout ce qui est produit par la pratique sportive compétitive est à abandonner, pas du tout. Dans un cadre compétitif, organisé autour des rencontres sportives, il y a déjà des questions d'une mobilité qui est motivée, stimulée, mobilité à la fois sortant du quartier, mais aussi entrant dans le quartier. Et on peut aussi considérer que peut-être il y a un intérêt à faire rentrer ceux qui ne sont pas des habitants du quartier dans le quartier. Et puis la question de la mobilité, dans le cadre de pratiques informelles, j'ai pu l'observer aussi, lors de séances d'observation ethnographique sur un city-stade, en discutant avec des pratiquants, je me rends compte qu'ils viennent d'une ville voisine. Et puis quand je les interroge, ils me disent que la qualité de ce city-stade-là motive leur déplacement. Donc on peut peut-être aussi s'interroger sur ce qui est la source du déplacement et ce qui le motive. Là, en l'état, un équipement, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le déficit infrastructurel, un équipement de qualité peut être moteur dans la mobilité. Et puis sur la mobilité, enfin, en guise de piste, parce que ça ne figure pas dans mes travaux, mais ça a plutôt un statut exploratoire pour le moment, s'interroger sur la question des mobilités douces, l'utilisation du vélo, par exemple, qui est à la fois un support d'activité physique et d'écomobilité. Alors, il y a déjà des programmes qui existent pour développer le savoir rouler, ils sont déjà mis en œuvre, mais développer ces programmes, ça peut permettre à la fois de favoriser la mobilité, de soutenir un projet de développement durable, et puis surtout de faire de l'éco-responsabilité une ressource et pas une contrainte, en augmentant, via l'utilisation du vélo, en augmentant les latitudes. Alors pour terminer, je voudrais dire que ces quelques effets que j'ai présentés très rapidement n'ont évidemment jamais rien d'automatique. Le sport et les activités physiques sont des leviers, sont des outils dont les effets sont produits sous conditions. Ça nécessite de structurer ce champ d'intervention en accompagnant son développement autour de la formalisation des intentions, l'identification des publics. Je peux parler des publics, mais évidemment j'aurais pu en parler, ça a déjà été évoqué. Benjamin parlait par exemple de la question de la pratique des filles et des femmes, de ces process, de ces mises en œuvre, et donc, en bout de ligne, de la compétence des intervenants. Ce qui renvoie inévitablement à la question de la formation des encadrants, pour que s'opère une véritable bascule, qu'on va qualifier comme ça de socio-sportive, c'est-à-dire à la fois sociale et sportive, ou à la fois sportive et sociale, pas l'un ou l'autre. Et là, il y a, en tout cas, c'est ce qu'on pense, qu'il y a là un champ d'intervention à préciser. C'est le projet, je l'évoquais tout à l'heure, du consortium Impact Social par le sport, qui poursuit. Alors évidemment, il y a d'autres acteurs qui ont déjà été cités par Benjamin, mais l'ambition d'être aussi un acteur fédérateur de ce champ d'intervention par la proposition de ressources de développement, de formation, d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on en fait partie aussi, toujours connecté à une logique de recherche et développement, dans laquelle il y a un travail de co-construction, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'un ou l'autre, on essaie de construire un travail ensemble, dans lequel on est partie prenante avec d'autres laboratoires, donc le Sherpa dont je fais partie, mais par exemple aussi le VIPS de Rennes ou d'autres collègues qui sont déjà investis sur ces thématiques.
Donc, terminer là-dessus en disant que ces collaborations, et j'espère que ma brève intervention et puis les échanges qui vont suivre termineront de vous convaincre que les laboratoires de recherche sont aussi, en tout cas ceux qui sont ancrés dans ces logiques-là, sont aussi des ressources qui peuvent être convoquées, mobilisées pour travailler ensemble et finalement contribuer les uns et les autres à notre manière et dans la mesure de ce qu'on peut faire à un projet commun. On va pouvoir rebondir sur les éléments que vous avez portés juste avant, Benjamin, Nicolas. Et c'est vrai que voilà, le tableau que vous avez brossé, la notion de levier sous condition, la nécessité de structurer et de formaliser les intentions, ben, c'est ce qui va un petit peu animer notre table ronde, puisqu'on voit bien que le système d'acteurs autour du sport et des quartiers, il est vaste, il est mouvant, et le nombre de professionnels aujourd'hui présents autour de cette conférence en témoigne. Et donc, on va aussi interroger la question de l'écosystème autour de l'activité physique et du sport, et de se dire, ben, finalement, au regard de ces évolutions et de la précédente contractualisation aussi, ben, sur quel écosystème on peut s'appuyer pour renforcer les liens entre le mouvement sportif et les acteurs de la politique de la ville. Voilà, on entend aussi beaucoup la notion de sociosport, d'acteurs sociosportifs, qui est aussi aujourd'hui une évolution et qui a certainement un impact fort sur le contrat de ville et notamment le pilier cohésion sociale et de ses impacts. Eh bien, aujourd'hui, pour discuter de ces enjeux et de ces ancrages un peu locaux, on va donner la parole à quelques acteurs territoriaux et notamment, donc je les présente de suite. Donc, monsieur Marc Delaunay, qui est directeur du service des sports de la ville de Rennes. Bonjour, monsieur Delaunay, bienvenue. Bonjour. Voilà, super, je pense que vous êtes bien connecté. Il y a eu des petits soucis, mais je crois que tout va bien. On aura également avec nous monsieur Loïc Lecanu, qui est délégué du préfet en Normandie. Bonjour, à Caen, dans le Calvados. Voilà, enchanté. Super. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, nous avons aussi monsieur Boubacar Djong Restivo, qui est coordinateur de projet à Lille Métropole Tennis de Table. Bonjour à tous. Voilà, super, tout le monde est avec nous. Super, voilà. Alors, peut-être que ma première question peut s'adresser à monsieur Delaunay, et elle s'adressera bien évidemment aux deux autres, mais on peut peut-être faire un petit tour voilà, de ces évolutions de la précédente contractualisation, des évolutions liées à la prise en compte du sport et notamment à destination des quartiers prioritaires, qui fait l'appel à la fois à une politique aussi sectorielle, à des politiques sectorielles, mais aussi à l'implication des acteurs de la politique de la ville. C'est vrai que ça amène un certain nombre d'évolutions. Et donc, voilà, la question est la suivante, c'est un peu de votre expérience, de vos engagements et places respectives au sein un peu de cet écosystème. Quel est votre regard sur la place du sport et son système d'acteurs? Et puis, quelle transformation finalement vous pouvez un petit peu mettre en avant et mettre le lien aussi à la plus-value que vous avez pu observer? Effectivement, sans être redondant par rapport à ce qui vient d'être évoqué à l'instant par les collègues universitaires, on voit depuis quelques années, ces récentes années, une évolution très rapide de la structuration du sport sur les territoires. Schématiquement dit, alors que jusqu'à présent, le sport se pratiquait à l'école et en club, voilà, avec des relations de face à face entre une collectivité et le monde scolaire, entre une collectivité et le mouvement sportif, sur des logiques, d'une part, d'éducation par le sport en ce qui concerne le monde scolaire, et sur une logique plutôt compétitive en ce qui concerne le mouvement sportif. Voilà. On voit émerger depuis ces dernières années une tendance qu'on qualifie de socio-sportive, voilà, avec l'émergence de nouveaux acteurs sur nos territoires. Alors, soit un club déjà constitué, avec lequel on a l'habitude de dialoguer, et qui ouvre en son sein une section socio-sportive, soit de nouvelles associations
qui ont pour principal, voire pour exclusif projet associatif, ces questions d'intégration et d'inclusion par le sport. Voilà, donc là, il faut absolument retoiletter nos relations. Autrement dit, là où précédemment, lorsqu'il s'agissait de sport-éducation ou de sport-compétition, les collectivités étaient souvent simples guichets et allocataires de moyens. Quand je dis allocataire de moyens, c'est accompagnement sur les événements sportifs, c'est attribution de créneaux de gymnase, allocation de subventions de fonctionnement. Voilà quel était, il y a quelques années encore, le modèle de dialogue entre les acteurs sportifs du territoire et le monde scolaire. Et là où aujourd'hui, on change d'interlocuteur et on doit re-questionner nos conduites de projet, parce qu'effectivement, les activités support ne sont pas nécessairement des disciplines dites traditionnelles, parce que les lieux de pratique, les moments de pratique ne sont pas non plus forcément ceux usités par le mouvement sportif ou le monde scolaire. Donc, il y a une évolution et un changement de rapport, voilà, et de modalité de dialogue qui passe, je pense, pour quelques années encore par une meilleure interconnaissance, voilà, des personnes et des objectifs respectifs. Voilà, on essaie d'accompagner ce mouvement socio-sportif en commençant par problématiser davantage nos politiques publiques, voilà, pour leur donner du sens et accompagner du mieux possible l'évolution des pratiques sportives sur le territoire. Voilà. Donc, on voit disparaître ces notions un peu de créneau, on voit disparaître ces notions de licence, voilà, toutes ces logiques compétitives, voilà, ces frais d'engagement, ces amendes pour carton jaune, pour carton rouge, etc. Donc, avec tout ce qui en découle, mais on en parlera tout à l'heure sur le profil de l'intervenant, la qualification et le contenu des formations qui sont toutes différentes des traditionnels brevets d'État ou diplômes fédéraux qu'on a connus par le passé. Du coup, je rebondis sur vos propos, Monsieur Loïc Lecanu. On avait échangé lors de la préparation de la table ronde et vous faisiez aussi le même constat hein, sur cette évolution et notamment pour vous, en tout cas, à partir de 2017, de l'évaluation intermédiaire des contrats de ville et aussi très certainement de la circulaire de 2019 hein, sur l'intégration du sport dans les contrats de ville, notamment sur la question de l'insertion, où vous constatez qu'il y a une évolution des pratiques et de la manifestation aussi de ces acteurs du sociosport. Là, les éléments que je partage avec vous, c'est les reflets de la réalité telle que je la vis sur le territoire de Caen-la-Mer. Il n'y a pas de volonté prescriptive ou de dimension universelle dans mes propos. Ouais, moi, à mon niveau, j'ai vraiment vu une bascule au moment de la parution de la circulaire sur l'évaluation intermédiaire des contrats de ville qui positionnait clairement le sport comme un outil de la politique de la ville. Et il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après. Avant, dans le cadre du contrat de ville, on a très peu de projets posés par les associations sportives. Et peu ou pas de légitimité du sport dans le champ de la politique de la ville, qui reste un petit peu comme un ovni, comme quelque chose qui est vraiment… Benjamin le soulignait tout à l'heure, en fait, où on est sur une pratique sociale qui alterne finalement entre angélisme et diabolisation, une espèce de baguette magique du social. Et le fait que le sport soit inscrit dans ce document, eh ben, ça lui donne une légitimité sociale et éducative. Voilà, il est positionné. Et cette circulaire, ce qu'on a voulu faire au niveau territorial, on est sur un département où la relation partenariale fonctionne bien, avec Jeunesse et Sport, enfin, je veux dire, inter-État, ça fonctionne bien, avec les collectivités, ça fonctionne très bien aussi, on est sur une fluidité relationnelle. Cette circulaire, on s'en est emparé immédiatement et on a provoqué en fait une soirée à destination du mouvement sportif, mais pas uniquement, aussi des structures sociales et éducatives du territoire, de manière à l'expliciter. Voilà, on a voulu la faire vivre, lire la circulaire et lui donner des contours concrets, opérationnels, et provoquer un petit peu le débat, provoquer l'interconnaissance. On a été très surpris, il y a eu énormément de monde ce soir-là. Et il y a eu un effet immédiat qui s'est retrouvé dans le cadre de la programmation du contrat de ville, c'est-à-dire que tout de suite après, le nombre de projets sport qui remontaient dans le cadre du contrat de ville avait été multiplié au moins par 2
Bon, en termes de valeur absolue, ce n'est pas énorme, mais je rejoins Marc qui parle d'effet boost finalement et d'une temporalité relativement courte. Pour moi, je vois vraiment une bascule là récente. Voilà, le sport a pris ses lettres de noblesse, en tout cas sa respectabilité dans le cadre du champ de la politique de la ville. Et effectivement, Marc a parlé d'interconnaissance. Je pense on est sur une logique à double enjeu. C'est-à-dire à la fois donner des clés de compréhension sur le fonctionnement de la politique de la ville aux acteurs traditionnels du sport. Qu'est-ce que c'est, comment on fonctionne, les limites, les attendus, comment tout ça se construit. Mais un boulot équivalent, finalement, sur les réseaux traditionnels à qui on a dû expliciter progressivement la plus-value que le sport, que les activités physiques et sportives, que les clubs du sport, les acteurs du sport pouvaient représenter dans le cadre des dynamiques partenariales de la politique de la ville. Et je pense qu'on est vraiment sur une double action, sur une double mise en réseau. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, vous évoquiez un peu justement par effet cascade aussi l'investissement d'acteurs du mouvement sportif sur des dispositifs, expérimentations assez structurantes, impulsées par l'État, comme les cités éducatives. Enfin, je vous laisse développer. Non, mais c'est très important. Et écho en plus à ce que M. Pelin a détaillé un petit peu tout à l'heure. Il y a, suite à la circulaire sur la rénovation des contrats de ville et donc l'apparition du sport, il y a un deuxième élément, je pense, c'est l'ouverture des appels à projets complémentaires type quartier d'été, voilà, qui sont arrivés dans l'après-Covid, ou pendant le Covid d'ailleurs de mémoire, où l'objectif était clairement de financer des actions de lien social, de proximité, de plaisir, de cohésion sociale, des mots-clés qui ont été utilisés jusqu'à présent. Voilà, la finalité était celle-ci, très clairement. Et là, il y a eu un mouvement, les acteurs du sport se sont emparés de cette thématique-là, en complémentarité d'ailleurs d'autres acteurs locaux, et ont commencé, là j'ai vu apparaître des premiers projets finalement, où on était sur un double ou un triple portage. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est totalement, enfin pour moi était totalement nouveau, c'est-à-dire que dans le cadre du contrat de ville, j'ai continué à voir des projets de lien social portés en solo, parfois, par les clubs de sport. Et travailler avec les seniors, par exemple, la marche nordique, on a des temps parfois vieillissants, donc il y avait vraiment ce lien avec les clubs. Et il y a une deuxième étape, donc je vous dis quartier d'été, où je vois là apparaître des projets portés par des consortiums informels qui disent nous, on va aller au pied des immeubles dans la démarche de aller vers, et où les acteurs traditionnels du sport, je pense par exemple au chemin vert, où il y a la SLCV, donc une association sportive qui travaille avec un club de sciences, les Petits Débrouillards, et qui propose régulièrement, tout au long de l'été, des animations sportives et scientifiques au pied des immeubles. Donc, vous voyez, une première évolution, finalement, de rapprochement, de mariages qui paraissent non naturels et qui, finalement, au niveau du terrain, prennent tout leur sens. Voilà. Et puis ensuite, un troisième niveau, sur les nouveaux dispositifs structurants. Je peux revenir là-dessus ensuite, si vous voulez, parler des cités éducatives et des cités de l'emploi, mais où très clairement, on est sur un autre étage, sur une autre logique. Oui, tout à fait. On pourra l'évoquer aussi après sur la plus-value des liens, les liens de confiance, les liens de proximité, puis aussi des savoir-faire qui sont complètement complémentaires. Je vais peut-être donner la parole à M. Boubacar Djong Restivo, qui est lui un acteur associatif et qui a contribué à redéfinir le projet sportif donc de l'association de tennis de table de Lille Métropole, si je ne me trompe pas, en 2017, et qui a justement cette position, on va dire, peut-être hybride, où bien sûr il y a la recherche de la performance et de l'élitisme pour ce club, mais il y a aussi tout un équilibre et une volonté pour le comité de développer aussi des stratégies d'inclusion, puisque c'est un club positionné au cœur d'un quartier prioritaire de la métropole européenne de Lille et qui souhaite s'engager totalement à destination des habitants des quartiers prioritaires. Donc, je vais le laisser un peu évoquer un petit peu cette genèse et puis aujourd'hui l'état de ces orientations et puis l'équilibre qui est aujourd'hui trouvé dans ce cadre-là. Donc, rebonjour. Donc,
Pour revenir un peu sur la genèse du Lille Métropole Tennis de Table, on est un club de 1962 qui était rattaché à l'Omnisport. Et en 2017, on hérite d'une nouvelle salle dans le quartier prioritaire de l'Île Moulin. Donc, tout de suite, on s'est dit que c'était une opportunité, hein. L'ancien club était plutôt dans le centre-ville avec le public du centre. Donc, comment s'implanter au mieux à l'Île Moulin? Donc, à l'époque, on avait des gens du comité qui avaient l'habitude de travailler avec la politique de la ville, non pas dans le secteur sportif, mais plutôt dans tout ce qui était culturel, relations internationales, action sociale. Donc, on a eu cette chance-là. Et donc, on a commencé par un poste d'adulte relais pour faire le lien entre le club, les centres sociaux, les populations, les écoles publiques. On a participé à pas mal de fêtes de quartier, donc on a commencé à se faire connaître. On est passé en 2 ans de 120 à 350 adhérents, donc bien implanté dans le quartier. 2-3 ans après, alors la première fois, on n'a pas été retenu par le contrat de ville et on a vu la difficulté de faire rentrer le sport dans le contrat de ville, bien qu'on avait eu le poste d'adulte relais au départ. Au bout de la 3e année, on est rentré dans le contrat de ville. Donc, on a pu, à côté de l'école du sport, proposer des activités aux différents secteurs des centres sociaux et différents équipements de proximité du quartier. On a commencé à se faire repérer par ça. Donc, on a pu répondre à un appel à projet PIC auprès de la NPSS. Et donc, on a été retenu. Donc, on accompagne 10 jeunes tous les 6 mois sur un projet de performance sportive, de performance sociale, de retour à l'emploi. Et toute dernière action qu'on a mis en place et qui a pris de l'ampleur, donc c'est dans le cadre de quartier d'été justement. On s'est dit que les Jeux Olympiques s'ouvraient aux cultures urbaines. Donc on s'est dit que le concept de block party, donc fête de quartier, né aux États-Unis dans les années 70 et qui ont un peu démocratisé le hip-hop dans les quartiers, c'était un bon concept. Donc on a appelé ça block party terre de jeu. Donc, on arrive avec les platines. Au départ, on est arrivé avec des tables de ping-pong. Puis, on a repéré des clubs qui étaient aussi sensibles à l'inclusion. Donc, on s'est associé au club de boxe, au club de basket 3-3, sport de glisse. Sur chaque quartier, donc au départ, on s'est retrouvé sur notre quartier prioritaire, donc les Moulins. On nous a demandé d'en organiser une sur le quartier de l'Oisem, une sur le Faubourg. Donc là, on se retrouve sur 6 blocs parties sur les quartiers prioritaires de Lille. Donc, nous, ça nous permet de faire participer les jeunes qui sont dans le cadre du projet PIC et ça nous permet aussi d'en repérer des autres sur chaque bloc party. Donc, bon, là, j'ai beaucoup insisté sur le projet d'inclusion, mais en parallèle, on continue à former nos jeunes. On a un sport-études, on a une Pro B, on a un Open international. Donc, les jeunes du PIC viennent nous aider à monter la salle pour les matchs de Pro B, nous aident à monter l'Open international. Bon, ça, c'est tout récent, mais on trouve aussi des interactions entre les jeunes des quartiers et les jeunes du sport-études. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on développe et qu'on travaille. Autant un jeune pro peut apporter aux jeunes du quartier, à l'inverse, c'est surprenant. Le jeune en sport-études sous tension, toujours de par les résultats qu'il doit faire, d'échanger aussi avec des jeunes du quartier de Moulins, ça l'enrichit aussi. Donc voilà, donc on aime à dire qu'on met autant d'énergie dans la performance sportive que dans la performance sociale. Oui, tout à fait. Bon, on reviendra après sur les conditions de cet engagement, puisqu'on parle aussi de recherche de financement, d'appel à projet, d'équilibre aussi de projet, et que ce n'est pas sans difficulté. Mais je peux justement revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur effectivement le sport est un levier et on voit bien à travers votre discours, mais sous conditions. Les conditions sont aussi la question de la montée en compétences, de la ressource humaine disponible et qui est aussi facilitée par certains dispositifs. Donc peut-être, Monsieur Delaunay, vous souhaitiez un peu rebondir tout à l'heure justement sur l'ensemble de ces évolutions qui amènent à des transformations profondes des métiers, des accompagnements aussi de proximité autour de l'activité physique. Est-ce qu'on parle juste que de sport aujourd'hui ou de quelque chose de beaucoup plus global qui nécessite de nouvelles compétences? Je vous laisse peut-être étayer un petit peu votre position par rapport à l'évolution de ces métiers et ces engagements au sein des quartiers populaires. Mais déjà dire au départ, si vous permettez, que de mon point de vue, le sport n'est pas le sport ou l'activité physique et sportive
n'est pas intrinsèquement vertueux. Donc, tout dépend effectivement de la qualification de l'encadrement. Voilà, on constate assez régulièrement, quand on observe un peu ce qui se passe sur l'espace public ou dans les équipements sportifs, stades et gymnases, que la qualification de l'encadrement, voilà, est très importante si on souhaite assigner à la pratique sportive quelque chose, enfin des valeurs. Voilà. On voit assez régulièrement des parents ou des éducateurs avec des comportements déviants. Et là, force est de constater que le sport n'est pas vertu par essence. Voilà. Donc, j'évoquais, je voudrais revenir quand même 2 minutes sur, alors c'est un peu poil à gratter, mais je voulais revenir un petit peu sur ces notions d'appel à projet. Voilà. Moi, sincèrement, sur le plan professionnel, je ne les vis pas super bien. Voilà, mais on est, voilà, c'est une tendance du moment. Voilà, on y va à l'appel à projet. C'est souvent des aides d'1 an, 2 ans, parfois 3 ans, etc. Donc, quand on est à l'instruction, on voit toute une série de projets qui parfois relèvent de l'effet d'aubaine, voilà, plus que d'une convention d'objectifs partagés entre le porteur du projet et son financeur ou son cofinanceur. Voilà, donc, je voulais quand même m'arrêter 2 minutes sur le sujet. Hein. Bon, tout ça, c'est un peu exacerbé à l'approche des Olympiques, avec Génération 2024, un paquet 2024, etc. On met un peu de tout là-dedans, vous voyez. Donc, on met d'inclusion, on met de l'éco-responsabilité, on met du RSE, on met de la mobilité, on met de l'égalité femmes-hommes, etc. Et bon, il nous arrive parfois des projets assez confus qui répondent à beaucoup de problématiques sociétales. Mais bon, c'est l'écueil, voilà, et le risque de ces notions d'appel à projet et de guichet, voilà. Et personnellement, professionnellement, je pense davantage sur des subventions de fonctionnement pluriannuelles sur la base de conventions d'objectifs partagés. Voilà. Je ferme ici la parenthèse, mais je tenais quand même à le souligner. Voilà. Donc, effectivement, la qualité de l'encadrement, on n'est pas sur les mêmes activités physiques support, on n'est pas non plus sur les mêmes publics cibles forcément que le mouvement sportif traditionnel. Voilà. Donc, nécessairement, c'était évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a une formation qui doit mettre l'accent sur la connaissance des publics, l'animation hors les murs, en milieu ouvert, etc. Et qui doit se centrer sur un accueil qualitatif, à contrario du mouvement sportif qui parfois joue le jeu de la course à la licence, voilà, avec un encadrement hétérogène en fonction des niveaux de pratique, voilà, des différents et différentes licenciés. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas sur les mêmes types d'approches, les mêmes types de qualifications. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les collectivités, on a un métier de la catégorie B de la filière sportive qui s'appelle ETAPS, éducateur, éducatrice territoriale des activités physiques et sportives. Traditionnellement, c'est un métier où le fonctionnaire territorial intervient, vous voyez, sur les 3 temps de vie de l'enfant ou du jeune, du pré-ado, temps scolaire, périscolaire, extrascolaire, voilà. En travaillant sur la continuité de la chaîne éducative, souvent avec le projet éducatif local en appui, voilà, en appui intellectuel et professionnel de la démarche. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on modifie un petit peu la politique de recrutement et on est assez séduit, effectivement, par des profils plutôt carrière sociale, voilà, par des profils BPGEPS APT, voilà, avec cette dimension socio-sportive, avec une moindre présence à l'école, quand bien même aujourd'hui, on intervient principalement, même exclusivement à Rennes, dans les écoles du réseau d'éducation prioritaire, les écoles REP et REP+. Voilà.
En tout cas, un profil plus animation de pied d'immeuble, hors les murs, allées vers, sur des démarches socio-sportives, moins de scolaires, voilà, où le public est captif et souvent âgé de 6-11 ans, et davantage de préadolescents sur le temps libéré des collégiens et des collégiennes. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution du métier d'éducateur sportif, moins d'écoles, moins de mise à disposition de clubs, mais davantage de vacances sportives, de quartiers d'été et puis d'animation de proximité en soirée principalement. Très bien, merci. Effectivement, je pense que Monsieur Lecagnou, vous en aviez évoqué un petit peu sur les engagements des acteurs dans des projets beaucoup plus structurants. Vous aviez évoqué les cités éducatives, les cités de l'emploi, les quartiers d'été. Est-ce que vous avez, vous, des éléments de réponse justement par rapport aux propos de Monsieur Delaunay sur un peu ces effets peut-être pervers, d'effets d'aubaine parfois qui aussi peuvent avoir un impact sur sur la cohérence des politiques publiques et l'ensemble des engagements. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est travaillé au niveau des contrats de ville sur le pilotage des politiques de la ville? Avec un grand oui. Moi, je me retrouve pas mal dans certains des propos de Marc. Effectivement, la démarche d'appel à projet a vécu, en tout cas, à une limite, a des plus-values et a aussi des limites. Ça, c'est très clair. Je pense que dans la future contractualisation, c'est un schéma de fonctionnement sur lequel nous allons être amenés à réfléchir et à proposer des évolutions. Ça, c'est très clair. Il y a la notion de convention d'objectifs, notamment dans le cadre d'une approche de projet de territoire. Convention d'objectifs autour d'une démarche projet me paraît être quelque chose sur lequel on doit pouvoir avancer ou en tout cas expérimenter de nouvelles modalités de fonctionnement. Ensuite, par rapport aux acteurs du sport, il y a quand même aussi cette question de la prise de conscience de leur plus-value et de leur spécificité. Pour éviter les écueils des effets d'opportunisme, au niveau de Camp-la-Mer, on a tendance vraiment à privilégier, on va dire, dans l'écoute, dans le dialogue, les structures sportives dont on est certain qu'elles ont un ancrage local durable. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, absolument incontournable. En essayant d'avoir une double prise de conscience, toujours en interne du sport et auprès des acteurs locaux, des autres acteurs locaux, sur leur spécificité. Je reviens un petit peu sur la bande chronologique. Je vous parlais de quartier d'été. Effectivement, depuis la sortie de Covid, on a une problématique majeure qui se pose à l'échelle du territoire, c'est la question de la mobilisation des publics. Finalement, la question du passage d'informations et de la mobilisation des publics. Je vous le disais, on a des actions, par exemple, de mentorat, où on a parfois plus de mentors. On propose, en tout cas, des actions de mentorat. On a plus de mentors que de publics susceptibles d'être mentorés. Des actions de job dating, ça va être la même. On a parfois plus de participants d'offres d'emploi que de candidats. Donc, ça pose quand même une vraie question. Et on se rend compte que, notamment, dans leur ancrage local, dans la relation de confiance, dans la relation de proximité, qui sont, à mon sens, trois mots-clés très, très forts, qui représentent une des spécificités et un des leviers très forts des acteurs du mouvement sportif des clubs. Concrètement, si j'arrive, ma petite cravate, à donner un message en disant, bah voilà, il y a une session de job dating, là, il y a quelqu'un qui recrute. Vous savez, l'émetteur crée la réception du message. Moi, j'arrive et finalement, je vais donner un message qui va être reçu d'une manière un petit peu biaisée par mon interlocuteur. Voilà, je vais arriver avec une position institutionnelle, que je le veuille ou non, c'est comme ça. L'éducateur sportif, au travers de la relation de confiance, de proximité, va porter exactement le même message et va faire en sorte que ce message soit reçu d'une manière totalement différente. Concrètement, il va être cru et moi, pas forcément. Pas clair là-dessus. Et cette plus-value, au travers des nouveaux dispositifs tels que la Cité de l'Emploi, elle est énorme. Elle est énorme. C'est-à-dire que concrètement, à l'instant T, on est labellisé depuis un peu plus d'un an Cité de l'Emploi sur Camp-la-Mer. Il ne nous viendrait pas à l'idée de déployer la Cité de l'Emploi sans s'appuyer et sans la co-construire avec les acteurs de proximité et avec principalement ou notamment les acteurs du sport. Concrètement, on a mis en place des opérations de job dating en lien avec des bailleurs et la Cité de l'Emploi de proximité, en pied d'immeuble. Si on fait ça, il n'y a personne, ou il y a quasiment personne. On s'appuie sur les acteurs du sport pour à la fois produire des animations connexes
passer le message aux habitants, aux populations, etc. Et tout de suite, ça casse les cloisons. Je sais pas, ça donne aux habitants le sentiment que cette manifestation, ils y voient des visages connus, ils voient quelque chose qui a l'air attractif. Tiens, là, il y a un ballon, tiens, là, il y a des choses, tiens, là, il y a possibilité de me mettre en situation. Je reconnais l'éducateur et je viens. Très concrètement, un des leviers d'appropriation d'un certain nombre de ces manifestations se font en lien et grâce aux acteurs du sport. On ne veut pas dénaturer. L'idée, c'est surtout pas de dénaturer le sport ou les acteurs. Vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, on avait une continuité, un maillage, une chaîne. Et désormais, dans cette chaîne éducative ou d'insertion, etc., il y a clairement les clubs de sport qui ont une place, qui ont une plus-value, qui est bien identifiée. On ne va pas les positionner. Ils ne vont pas se positionner sur quelque chose qui ne relève pas du tout de leur champ de compétences. Et d'autres acteurs vont s'appuyer sur cette spécificité, cette plus-value, en essayant de co-construire avec eux. Voilà, sans être... Ouais. On voit bien là par rapport à l'ensemble de vos propos qu'on a plusieurs niveaux quand même d'intervention et peut-être d'axes d'amélioration aussi si on doit se projeter voilà, dans la future contractualisation, à la fois d'un aspect très institutionnel aussi de gouvernance et d'organisation au niveau des contrats de ville qui relèvent des organisations, mais aussi d'adaptation à l'ensemble de ces évolutions aussi sociales, socio-sportives, comme disait M. Delaunay sur la question des professionnels que vous recrutez. Et du coup, je vais donner la parole à Boubacar, peut-être pour terminer aussi cette table ronde, car le temps file. Je trouve que ça rejoint ce qui a été évoqué, à la fois votre ancrage local et de se dire qu'on n'est pas compétent dans tous les domaines et qu'on s'appuie sur des acteurs qui sont complètement ressources, mais qu'en même temps, de votre point de vue aussi d'acteur associatif, c'est clairement un métier de se dire qu'il est nécessaire aujourd'hui pour remplir les engagements et d'aller mobiliser l'ensemble des jeunes des quartiers prioritaires, de réussir à soutenir 42 demandes de subventions. Donc, je vais vous laisser un peu la parole justement sur le chemin qui reste à parcourir. Est-ce que vous avez réussi déjà à parcourir grâce à vos engagements? Oui, comme tu le dis, pour pouvoir monter l'ingénierie socio-sportive, on est à l'année sur une vingtaine de dossiers de subventions et pareil pour le volet sportif. Alors, quand je dis 42 dossiers de subventions, ça va de la subvention LFPH pour faire une animation dans le quartier, répondre à la politique de la ville, faire une demande pour le fonctionnement et ainsi de suite. Donc, on arrive vite en organisant des événements réguliers à une quarantaine de dossiers. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, je pense que dans certains secteurs, il y a l'habitude de faire des conventions pluriannuelles d'objectifs. Mais là, comme c'est quand même en mutation, je pense à la culture ou aux relations internationales dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment plus dans l'usage. Là, on fonctionne en cycle olympique. Donc, ce qu'on se dit, c'est que de peut-être pouvoir travailler sur du pluriannuel, d'une Olympiade à une autre, c'est quelque chose qu'on va essayer de défendre auprès de la Dragès et des collectivités. Je sais que ça ne va pas être évident. Voilà. Et après, je voudrais revenir sur l'encadrement tout à l'heure. C'est pas facile non plus de monter des postes. C'est vachement réglementé au niveau du sport avec les cartes professionnelles. Alors, quand on a dû recruter le poste de coach d'insertion, on nous a demandé une carte pro. Alors, tous les profils qui convenaient à ça, c'était plutôt des BPGEPS APT ou des gens qui avaient déjà de l'expérience dans le social. On nous a demandé des compétences sportives. Bon, c'était une petite parenthèse pour ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que c'est un facteur bloquant là pour nous actuellement. Voilà. Ok. Merci beaucoup, monsieur Boubacar. Je pense que c'était très clair l'ensemble de vos propos. Je vous propose, je vais proposer à Fabien de reprendre la main peut-être sur le timing parce qu'on a dépassé un tout petit peu et puis vous remercier pour vos interventions. Je ne sais pas, Fabien, si du coup il reste un petit peu de temps pour prendre une question. Alors, je te laisse la main. En fait, le chat a explosé. Du coup, je ne sais pas si Colline est capable de nous faire 2 questions synthétiques avec tout ce qu'il y a. Je ne suis vraiment pas sûr. Mais ouais, on peut peut-être se faire 1 ou 2 questions. Colline, si jamais tu as 1 ou 2 trucs un peu transversales. Et encore une fois, on assume la frustration pour tous ceux qui ont posé des questions et auxquelles on ne pourra pas répondre directement à cause de notre timing un peu serré. Oui, alors c'est pas évident.
Il y a une question sur, alors on en a parlé un petit peu, mais sur comment animer le multipartenariat et quelles sont les compétences nécessaires pour justement le développement d'actions socio-sportives dans les quartiers. Voilà, pour peut-être mieux coordonner les actions en tout cas. Donc, s'il y a quelques éléments de réponse. Mais je ne sais pas, je veux bien m'essayer à la réponse. Enfin, Allez-y. Je reprends, comment dire, l'expression, là, ou plutôt le concept de projet de territoire. Voilà, je pense qu'en termes de coordination de projet, dans un contexte de multi-acteurs, voilà, je pense que la notion de projet sportif, socio-sportif de territoire, ça me paraît être une bonne approche. Après, charge aux acteurs eux-mêmes de se mettre d'accord sur la taille, la dimension du territoire considéré. Est-ce qu'il est limité aux frontières du quartier politique de la ville? Est-ce qu'il est, s'il est en milieu rural, est-ce qu'il est circonscrit au territoire de la commune? En tout cas, ce qui me paraît important dans un contexte de pluralité d'intervenants, c'est de travailler la co-intervention, de bien dialoguer en amont, voilà, de passer également postérieurement au déroulement de l'action à une phase d'évaluation, parce que le souci, c'est la redondance et donc la perte d'efficience, parce qu'il se passe quand même aujourd'hui sur le temps, je pense notamment au temps libéré des enfants et des préadolescents. On est dans un contexte multi-acteurs et parfois on s'adresse au même public, sur le même temps de vie de ce public, sur des territoires identiques, parfois avec des activités support identiques, pour faire le constat en fin de période de vacances ou en fin de temps d'intervention qu'en fait on a eu peu de monde ou moins de monde qu'espéré. Voilà, donc je pense que bien se parler en amont pour identifier les publics, pour se mettre d'abord d'accord sur les objectifs et éviter toute redondance, et voir œuvrer sur la base d'une co-intervention, voilà, en alliant les compétences des uns et des autres. Puis appuyez-vous sur les délégués du préfet aussi. Qu'est-ce que j'allais dire, moi? Nous, on s'est vachement appuyé sur les chefs de projet de chaque quartier et les techniciens de chaque service thématique. Donc, on travaille beaucoup avec la technicienne de la jeunesse. Donc, on arrive à réunir jeunesse, sport, culture, politique de la ville. On fait des copiles ensemble et bien s'appuyer sur les techniciens de la ville. En tout cas, en ce qui concerne la ville de Lille, on est gâté. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais on travaille facilement avec les techniciens de chaque service et de chaque quartier. Et on travaille aussi avec les délégués du préfet. Oui. Merci pour vos réponses. Je vais être encore une fois obligé d'arrêter cette séquence-là pour passer à la troisième de la journée. Merci infiniment à vous trois en tout cas. pour vos contributions. Encore une fois, hein, on enregistre tout, donc le chat aussi, on l'enregistre et on essaiera, dans la synthèse qu'on fera de cette visio, on essaiera de voir comment on peut répondre au moins en partie à certaines questions, même si évidemment c'est beaucoup plus frustrant que de pouvoir y répondre en direct, on en est bien conscient et on en est bien désolé. Du coup, on va passer à la troisième séquence et l'avant-dernière avant la conclusion. Comme on vous l'a précisé en intro, donc on a voulu faire un petit zoom sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et du coup, je passe la parole à Inès immédiatement pour attaquer cette séquence. Oui, merci. Donc, on a vu effectivement en début de webinaire que la notion de pratique sportive des femmes, elle est intégrée aux politiques publiques en matière de sport, notamment depuis les années 2000. Malgré tout, les femmes restent aujourd'hui sous-représentées dans les équipements sportifs et dans l'espace public au sens large, à tel point qu'on estime à environ 75% des budgets publics destinés à promouvoir la pratique sportive qui reviennent aux hommes. Donc, quand on sait que ce phénomène il est encore plus prégnant dans les quartiers prioritaires, on l'a vu, la question de la pratique des femmes et de leur présence
dans l'espace urbain et l'espace public en général. Ces enjeux-là, ils sont fondamentaux, et notamment dans l'élaboration des nouveaux contrats de ville. Donc, merci à Madame Corinne Luxembourg d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de ce webinaire pour aborder ces thématiques. Et Madame Luxembourg, vous êtes chercheuse en géographie, rattachée au laboratoire Pléiade et professeure à l'université Sorbonne Paris-Nord. Dans vos travaux, vous montrez en quoi l'aménagement urbain est vecteur d'inégalités, notamment d'inégalités de genre, et qu'il contribue à reproduire des rapports de domination. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste l'approche égalitaire de l'urbanisme et comment cette approche-là pourrait représenter un levier pour réduire les inégalités femmes-hommes? Eh bien, bonjour et surtout merci de cette invitation. Alors, très rapidement, mais sur les questions d'urbanisme égalitaire, en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est qu'évidemment, l'urbanisme ne peut pas tout. Et que, voilà. Mais que néanmoins, c'est quand même quelque chose auquel faire vraiment attention, parce qu'on va se rendre compte que sur les déambulations, par exemple, sur le fait de s'asseoir dans l'espace public, sur la gratuité garantie aussi de l'espace public, eh bien, tout ça sont des choses qui sont aussi induites par l'urbanisme. Alors, si je m'explique un peu rapidement et de façon peut-être un peu triviale, mais du coup, ça va parler à tout le monde, le fait de pouvoir s'asseoir dans l'espace public, ça signifie qu'il faut avoir des bancs. Évidemment, on peut déplacer sa chaise pliante, mais c'est déjà beaucoup moins confortable. Et on va se rendre compte que d'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent un certain nombre de jeunes hommes vont faire ça dans les quartiers politiques de la ville, parce que souvent, les bancs ont disparu. Et puis, je parlais très rapidement du caractère gratuit de l'espace public, c'est-à-dire que la présence dans l'espace public, elle est conditionnée, pardon, par le fait qu'on peut y faire un certain nombre de choses, et notamment aller aux toilettes, et notamment donc pouvoir s'asseoir. Et moins il y a de toilettes publiques et moins il y a de bancs, plus ça c'est conditionné à la gratuité ou du coup au fait de devoir payer, parce qu'il faut trouver un bar pour pouvoir s'asseoir et puis boire un café ou un verre d'eau et pouvoir profiter des commodités qui sont dispensées. On va se rendre compte que ça a une vraie discrimination pour les femmes, parce que, comme vous le savez, les femmes, elles ont des règles pendant une certaine période de leur vie, elles ont des enfants, et les stéréotypes de genre font que c'est quand même majoritairement elles qui s'en chargent. Et donc, le fait de ne pas avoir de banc et de ne pas avoir de toilettes font que il faut avoir accès à ces équipements-là. Et puis, les femmes, en vieillissant, eh bien, comme les hommes, mais elles vivent plus longtemps que les hommes, donc c'est comme ça, elles ont besoin, là aussi, de toilettes, parce que les muscles de la vessie se relâchent et que donc, du coup, il faut aller aux toilettes un peu plus souvent, et que pouvoir déambuler dans la rue, c'est aussi conditionné au fait de pouvoir s'asseoir. Et donc, on va se rendre compte aussi que les femmes vieilles, elles disparaissent de l'espace public, non pas parce qu'elles n'ont pas envie de sortir, mais parce qu'il n'y a pas d'endroit où elles vont pouvoir se dire « Bon, allez, je marche une dizaine de minutes et puis je sais que je vais pouvoir me reposer, m'asseoir, puis repartir. » Donc, en fait, la dizaine de minutes avant la fatigue et se dire qu'on va pouvoir repartir, eh bien, en fait, ça devient juste un aller-retour dans le quartier. Et donc, finalement, l'aller-retour dans le quartier, il est quand même tellement ridicule qu'on se dit « ça vaut pas le coup de sortir pour si peu ». Et c'est aussi pour ça que l'urbanisme va avoir ces questions-là. Mais voilà, vous le voyez, vraiment juste avec des équipements qui sont, alors certes, qui coûtent des sous, qui coûtent de l'entretien, et voilà. Mais on va se rendre compte quand même que des toutes petites choses d'urbanisme conditionnent déjà beaucoup de la vie des femmes. D'accord. Et comme je le disais, on voit que les inégalités d'accès à la pratique sportive, elles sont encore plus présentes chez les femmes. Et la conception et la production des équipements sportifs et des espaces sportifs dans l'espace public peut permettre de réduire ces inégalités. Donc, selon vous, comment doit-on repenser et réaménager les espaces sportifs pour les rendre plus inclusifs? Et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Quelles notions sont importantes dans la production de ces équipements pour que les femmes puissent pleinement user de ces équipements?
Alors, en fait, je vais faire une boucle avec le premier intervenant qui disait que le sport dans la politique publique, c'était pour combattre la délinquance juvénile. Et en fait, quand on dit qu'on combat la délinquance juvénile, en fait, c'est principalement aux jeunes hommes qu'on s'adresse. Et le fait qu'on se soit d'abord adressé aux jeunes hommes, eh ben, ça veut dire que les équipements sportifs que l'on a produits, type City Stade, etc., eh bien, ça a d'abord été à destination des jeunes hommes. Et donc, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, on se retrouve avec majoritairement des jeunes hommes qui utilisent ces espaces-là. C'est la conséquence des choix qui ont été faits il y a longtemps maintenant. Alors, là où on pourrait se dire, bon, d'accord, okay, on a compris les choses, mais comment on fait pour que ce soit modifié? On va se rendre compte qu'en fait, dans les équipements sportifs qui sont fabriqués aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais pour autant, il y a quand même des choses. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple qui ne marche pas et un exemple qui fonctionne à peu près. Un premier exemple qui fonctionne très bien en termes de fréquentation, c'est un pump track que j'ai été regarder pendant une semaine en Ardèche. Et on s'est arrêté pendant une semaine, pendant les vacances de la Toussaint dernière, vous voyez, c'est vraiment tout récent, avec le soutien donc, du CAUE de l'Ardèche. Et le maire était assez heureux parce qu'il avait produit un équipement sportif qui fonctionnait vraiment très bien parce qu'on avait effectivement une population jeune qui s'appropriait totalement cet espace-là. À la question de pourquoi vous l'avez fait, comment vous avez consulté les habitants et les utilisateurs potentiels, on a décidé de faire ça parce que c'est à la demande des jeunes. OK. Qui sont ces jeunes? Ce sont majoritairement des garçons, en fait. C'est pas grave. Comment se passe la concertation à ce moment-là pour voir si y a une demande, mais est-ce que ça répond à l'ensemble de la jeunesse présente sur le territoire? Et bien là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas eu le choix de faire la concertation en mixité. Et donc, c'est principalement des jeunes hommes qui ont décidé des aménagements et du choix de ce pump track. Évidemment, quand on fait les observations sur des après-midi entières en prenant une photo tous les quarts d'heure et en comptant combien il y a de garçons, combien il y a de filles, et en voyant quels sont les horaires où peut-être il y a un tout petit changement, on se rend compte que, évidemment, c'est très majoritairement des garçons. Alors, pour plusieurs raisons, pump track, ça veut dire vélo. Vélo, on sait que de toute façon, globalement, c'est 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a la concertation dont j'ai dit que sur la quinzaine de jeunes qui avaient été auditionnés, il y avait 2 filles. Voilà. Et en fait, on va se rendre compte aussi qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant. Dans le assez intéressant, on se rend compte qu'en nombre absolu, moins il y a de garçons, plus les filles reprennent un peu la place et s'investissent dans l'occupation de l'espace de ce pump track. Pour la petite histoire, à un moment, ça a été assez intéressant. Il y a eu un épisode Cévenol assez copieux et donc ça a fait que les courbes du pump track se sont retrouvées totalement inondées avec des mares de boue assez joyeuses. Et là, pour le coup, autant les garçons que les filles s'y sont retrouvés assez joyeusement. Ce qui peut vouloir dire, sans forcément de dire que tous les pump tracks doivent être inondables et permettre de patauger dans la joie et la bonne humeur, mais que penser des équipements sportifs qui puissent être modulables sur leur usage, eh bien, ça permet aussi que les filles s'y investissent. Donc, plusieurs choses. La première chose, c'est que moins il y a de garçons, plus les filles essayent, même si elles sont toujours minoritaires, mais plus les filles vont réinvestir cet espace de sport. Et la deuxième chose, le fait qu'on puisse imaginer des équipements sportifs qui soient modulables, qui puissent évoluer dans le temps. Là, c'est une forme d'équipement qui, d'un point de vue de la mixité d'usage, ne fonctionne pas super bien. Un autre équipement, cette fois-ci, alors c'était à Paris,
cette fois-ci sur des équipements plutôt individuels de type stretching ou motricité, qui sont disséminés dans un parc, mais qui sont plutôt en périphérie, mais à côté de cheminements dans un parc, et qui respectent finalement cette idée qui est assez chère aux aménageuses et aux urbanistes, c'est le fait que quand on est une femme, il faut pouvoir voir et être vue. Donc voir et être vue, ça ne veut pas dire être observé, et que voilà, mais c'est pouvoir maîtriser son environnement, d'une part, et donc du coup voir ce qui se passe autour, et être vue, c'est-à-dire d'avoir la rassurance finalement que des gens sachent que vous êtes là en train de faire du sport. Et donc, que si jamais à un moment donné il y a une agression, que si on se fait embêter, eh bien il y a quelqu'un qui potentiellement peut intervenir. Donc là, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Pour autant, tout ne fonctionne pas super bien dans ce parc, parce qu'il y a un terrain de foot, par exemple, et que ce terrain de foot, il est très majoritairement occupé par des hommes qui jouent tous les sports collectifs avec ballon, et que sur les périphéries, eh bien, on va avoir les femmes qui vont faire de la Zumba dans un coin, qui vont faire un petit peu de sport dans un coin, et donc on va retrouver ce qu'on trouve très classiquement dans les cours d'école, le jeu de ballon au milieu, et puis les activités de filles plutôt sur les côtés. Pourquoi ça ne fonctionne pas bien? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de club sportif féminin, c'est parce qu'il y a un vrai problème de créneaux. Et donc, les créneaux horaires qui sont proposés aux femmes, elles sont là pour le coup aussi très périphériques, c'est-à-dire qu'on va les retrouver à des horaires auxquels finalement on va demander aux femmes de s'occuper de leurs enfants et de faire à manger. Et donc, à un moment donné, il faut aussi que si on veut que les femmes fassent du sport et soient présentes dans l'espace public, eh bien, ça veut dire qu'il y a un équipement et un accompagnement politique surtout, qui fait que pour les créneaux, eh bien, on va libérer autant de créneaux pour les garçons que pour les filles. Et donc, ça veut dire que le rapport de force, eh bien, il est modifié et qu'on va avoir des équipes masculines qui vont être contrariées. C'est pour ça que je dis qu'il faut un vrai accompagnement politique, parce qu'il faut accepter cette contrariété et le fait que ça ne va pas être super… voilà, quand on est en poste politique, ce n'est pas toujours très confortable que d'avoir une contestation. Pour autant, cette nécessité, elle est vraiment, vraiment présente. Et on a bien vu d'ailleurs après la Coupe du Monde féminine qu'il y a plein de filles qui ont envie de faire du foot. Et comme il y a plein de filles qui aiment faire du rugby, par exemple dans la ville dans laquelle je suis, il y a une équipe de rugby féminine qui fonctionne vraiment très bien, mais parce qu'il y a des choix qui sont faits en termes de créneaux. Merci. Je ne sais pas si au niveau du temps, on a encore un peu, mais peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu de certaines méthodes. Vous avez déjà parlé de l'importance de la co-construction et de prendre en compte l'avis des habitants, notamment des jeunes, sur ces questions-là. Est-ce que d'autres méthodes sont à disposition des collectivités qui voudraient s'engager davantage sur des questions d'égalité femmes-hommes dans le sport? Alors, sur les méthodologies, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait d'être d'accord sur le diagnostic de départ. Ça, c'est super important parce que, par exemple, le pump track dont je vous parlais, quand on discutait avec les jeunes hommes qui le pratiquaient, ils nous disaient « Oh, mais il y a la mixité, moi je suis sûre, il y a 50-50 ». Et puis, quand on discutait même avec le maire, il disait « Ça fonctionne très bien, il y a des filles ». Oui, il y en avait, quelques-unes. Mais en gros, il y avait 10%, quoi. Et donc, être d'accord sur le diagnostic, ça veut dire se donner les moyens de compter. Donc, de compter, il y a plusieurs façons de compter. On peut compter combien il y a de garçons, combien il y a de filles, de façon régulière. C'est ce qu'on avait fait, nous, voilà, en prenant une photo tous les quarts d'heure, et on comptait combien il y avait de garçons, combien il y avait de filles, et puis on reportait sur une carte où se situaient les garçons et où se situaient les filles. Ce qui permettait de voir aussi, par exemple, des effets de bouchon, où pour libérer la totalité du pump track, les garçons se mettaient devant,
Comme ça libérait tout le monde, ça faisait un gros bouchon à un endroit, et du coup, on se lançait dans la performance physique, histoire de se mettre en compétition. Et donc, ça permettait de voir aussi que c'était aussi les garçons qui régulaient la façon dont on utilisait ce pump track. Et puis, autre chose aussi, c'était de voir que finalement, il y avait des filles qui faisaient du vélo, mais cette fois-ci, pas du tout sur le pump track, mais complètement en périphérie, parce qu'elles en avaient marre de devoir à chaque fois lutter pour avoir cette place dans l'espace. Donc, être d'accord sur le diagnostic, ça veut dire compter combien il y a de monde. Ça veut dire aussi compter par tranche horaire. Combien de temps on reste? Parce qu'on peut faire une photo et dire « Ah tiens, là, il y a 20 filles et puis il y a 10 garçons. » Et combien de temps ça dure? En réalité, on va se rendre compte que même quand on a des filles qui sont engagées dans un équipement public, elles sont peu nombreuses à rester aussi longtemps que les garçons sur un équipement sportif public. Donc, ça veut dire être d'accord sur le nombre et être d'accord sur le temps d'usage. Une fois qu'on est d'accord parce que les chiffres sont indiscutables, là maintenant, après, on peut discuter. C'est-à-dire qu'après, on peut dire, OK, on est convaincu de ça, on est d'accord sur le constat, comment fait-on maintenant ensemble? Et dans le comment fait-on ensemble, voilà, il y a plein de techniques pour faire de la concertation et de la co-construction, pour respecter le temps de parole des uns et des autres, pour éviter de couper la parole parce que c'est une fille et que donc forcément elle sera moins bonne en sport, et que donc du coup son avis compterait moins. Le fait qu'on soit autant que possible en réunion, en mixité, en parité. Mais ça peut vouloir dire aussi d'avoir des temps de travail en non-mixité. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Pourquoi? Non pas parce qu'il faudrait forcément faire des équipements qui soient spécifiques pour les filles ou spécifiques pour les garçons, mais c'est que les filles, on n'a tellement pas l'habitude de nous laisser parler jusqu'au bout, que souvent, pour parler, il faut être entre soi, pour pouvoir d'abord être en confiance et produire un discours. Ce qui est le cas de toutes les populations discriminées, c'est quel que soit le type de discrimination que l'on va étudier. Donc voilà, il y a tout un tas de techniques de comment on fait pour animer une réunion en mixité, en non-mixité, et de faire en sorte que la parole des unes et des autres soit écoutée et entendue de la même façon. Merci beaucoup. Du coup, je vais laisser la parole à Ingrid pour oui, juste quelques secondes pour... j'ai un petit écho. Voilà, pour juste terminer cette table ronde, puisque voilà, votre intervention, elle est extrêmement inspirante, intéressante, mais peut-être que les acteurs se posent la question de comment aller plus loin, aussi dans la perspective de la future contractualisation, où on sait que les engagements vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes seront attendus, puisqu'ils ont été forts sur la précédente, et que c'est également un enjeu de l'ensemble des politiques publiques. Donc, on a conçu un outil qui est un web documentaire et qui reprend un peu les principaux questionnements qu'on peut se poser sur ces enjeux-là, à la fois sur la question du contenu, du sens, mais aussi de l'outillage, comment on peut aller plus loin, quels sont les exemples inspirants sur ces expériences, sur la notion d'observation, sur la notion de co-construction, sur la notion de gestion de ces lieux, qui peuvent être des axes de travail aussi lorsque l'on souhaite croiser les politiques publiques, la politique de la ville et d'autres politiques publiques sectorielles, et de travailler par exemple la question de l'espace public, la disparition des femmes, ce que disait Corinne sur l'espace public, et une moindre pratique sportive chez les femmes. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais n'hésitez pas à aller consulter le travail que nous avons élaboré pour vous, pourquoi pas vous inspirer dans les prochains mois qui arrivent et sur vos prochains chantiers. Je vais laisser la parole. Merci Madame Corinne Luxembourg. Merci beaucoup Inès pour avoir mené cette table ronde. Et puis je laisse la parole à mon collègue Benjamin Coignet pour peut-être le temps pour quelques questions, mais je ne crois pas. Je vous laisse la parole. Non, on n'a plus de temps, on accélère. Ok, conclusion. On arrive au bout du marathon. Benjamin Coignet. Ça marche, merci. Non, mais vraiment quelques mots avant que tout le monde quitte d'extraction de tout ce qu'on a dit, parce que le sujet, il
il était donc quelle place on va pouvoir imaginer pour le sport dans la future contractualisation, et on voit bien qu'en fait la politique de la ville englobe tellement de sujets, tellement de facettes que c'est très difficile de ressortir avec 2-3 idées très précises en disant le sport il va forcément s'inscrire dans tel sujet, tel enjeu, tel défi, etc. On dit la politique de la ville est encyclopédique, c'est-à-dire qu'elle brasse une très très grande diversité de sujets. Donc là, on voit bien que ce sera certainement le cas pour la suite de la politique de la ville. Quelques éléments que je retiens des échanges. Il y a des moments clés dans l'histoire de la politique de la ville où le sport a eu une place plus ou moins forte et des moments de réglage et des moments d'ajustement, ce que je disais un peu en introduction. Et là, on voit que dans ce qui a été évoqué, il y a des séquences qui ont donné un poids beaucoup plus fort au sport qu'à d'autres. On a évoqué la dernière contractualisation rentre un petit peu dans cette idée d'une stabilisation, d'un ancrage assez fort du sport, et il a été évoqué depuis l'évaluation intermédiaire du contrat de ville avec vraiment un moment pivot, et ce moment pivot on le retrouve dans beaucoup de territoires, quoi. Donc une place stabilisée, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va vivre un nouveau moment clé qui va donner un nouveau chapitre, qui va donner une nouvelle impulsion. Ça évidemment on n'en sait rien, c'est l'histoire qui le dira, on n'y est pas encore, il faudra l'écrire. Mais voilà, en tout cas, c'est possible qu'on ait de là un nouvel appel particulier au sport, aux acteurs du sport, à l'objet sport, pour soulever, pour traiter des grands enjeux à venir pour les quartiers prioritaires. Voilà, on a évoqué la transition, mais on a évoqué plein d'autres choses, quoi. Les seniors et d'autres sujets. La deuxième point que je voulais soulever, c'est qu'on a vraiment affirmé durant les échanges le fait que le sport a vraiment une place forte dans la vie sociale des quartiers et dans les quartiers populaires, les quartiers prioritaires. On a évoqué tout un tas de dimensions avec la grande force du sport, c'est finalement d'être présent, d'être là, d'être dans le cœur, d'être dans la pratique, d'être dans les esprits des habitants, même s'il y a plusieurs grands défis qui ont été soulevés. Nicolas Pénin évoquait les problèmes d'inégalité d'accès au sport, hein, le taux de licence, la diversité, les équipements, tout ça qui sont toujours inférieurs, et puis la question des femmes, comme on vient de l'entendre à l'instant, et de la conception finalement de l'approche sportive qui a été masculinisée dès le départ, en fait, dès la création presque de la politique de la ville, quoi. Donc ça, il y a des défis, mais malgré tout, le sport est ancré, le sport est présent dans les pratiques des habitants. Troisième remarque, c'est la question des acteurs sportifs, avec qui il va falloir construire la nouvelle politique de la ville. Ces acteurs sportifs, il a été dit aussi à plusieurs reprises dans les discussions qu'il y a à un moment donné une mutation qui s'opère chez de nombreux acteurs sportifs traditionnels pour rentrer, perdurer, proposer de l'innovation sociale dans les quartiers, avec de la maîtrise d'une ingénierie, des rouages, de la professionnalisation, des acteurs sportifs qui sont dans une logique de service, plus que qui dépasse même la logique de projet. On est dans une logique de service en proximité qui se réinvente et qui répond aux besoins des populations. Donc ces acteurs-là, ils ont émergé ces dernières années, ils sont présents, il y en a d'autres qui émergeront, mais en tout cas, c'est vraiment un modèle qui s'est bien diffusé et qui interroge plusieurs choses. L'autre point, c'est la méthode de la politique de la ville. Là aussi, on ne peut pas penser la place du sport dans la future politique de la ville sans penser la méthode globale de la politique de la ville. Et dans la méthode globale, il y a les supports de contractualisation, les appels à projets, les CPOM et tout un tas de méthodologies. On a évoqué les diagnostics partagés, etc. Ça, il faudra écrire l'histoire de la politique de la ville et de la place du sport aussi à travers ces changements, ces réglages qui sont en train de s'opérer. On entend parler d'une diminution très forte de l'appel à projet annuel pour basculer vers des conventions pluriannuelles d'objectifs, vers du fonds de participation renforcé, vers l'appel à manifestation d'intérêt. Enfin bref, tout ça finalement embarquera et se fera aussi avec les acteurs sportifs qui doivent, eux, s'adapter, continuer à s'adapter, continuer à être dans cette dynamique-là. Deux petites remarques plus personnelles, qui sont plus liées à ce que j'ai, mon regard plus personnel, c'est je trouve qu'on a quand même toujours des grandes difficultés à dissocier ce qui ressort de la politique de la ville de ce qui ressort des politiques sportives de droit commun. Qu'est-ce qui est du ressort de la politique de la ville? Qu'est-ce qui est du ressort d'autres politiques publiques pour le sport dans les quartiers? C'est-à-dire que la finalité reste la même, mais qu'est-ce que fait la politique de la ville et qu'est-ce que ne fait pas?
On a parlé d'encadrement, de formation, de fait d'installer les acteurs dans la durée dans les quartiers avec les subventions de fonctionnement. On a parlé d'équipement. Bref, tout un tas de choses qui font que moi, à plusieurs reprises dans la discussion, je me suis dit, mais bon, c'est la politique de la ville de traiter ça ou c'est le droit commun? Et là, ben, la discussion pourrait continuer sur ce sujet-là. Voilà, peut-être en disant que la politique de la ville, telle qu'elle s'est construite historiquement, donc elle a émergé, elle s'est construite, elle a évolué, elle vise quand même toujours à ne pas remplacer des politiques de droit commun qui ont leur propre finalité, leur propre orientation. Et ce qu'elle vise, la politique de la ville, c'est surtout d'expérimenter, de problématiser, d'aider à la problématisation. Ça a été dit à un moment donné par M. Delaunay, la problématisation de la politique sportive, la politique de la ville permet ça. Elle permet d'avoir un espace de réflexion, de problématisation particulière, puisqu'elle met en lien le social avec d'autres objets. Et donc, et la politique de la ville sert à réguler les écosystèmes aussi. Donc, parfois, c'est difficile. Au contraire, la politique de la ville peut perturber les écosystèmes en finançant, en allant vers telle ou telle orientation. Mais l'enjeu, c'est quand même d'avoir un espace de régulation pour que chacun ait sa place et pour que les acteurs sportifs aient leur place durablement et à leur juste place. Voilà pour la synthèse. Il reste 106 personnes, donc c'est pas mal. Ouais, tout le monde n'a pas fui pendant la synthèse. Merci beaucoup, Benjamin, pour l'exercice. Encore une fois, pas facile de le faire en live. Frédéric, je te laisse le micro pour finaliser. Ok, ben on finalise. Ça va être le mot de la fin dans ce cas et on va pouvoir vous saluer, vous remercier de votre attention pour cette magnifique intervention, ces magnifiques interventions. Juste vous dire du coup qu'il y aura un replay des échanges, donc vous pourrez revivre toutes les suggestions, les propositions qui ont été faites, les réactions. Ça sera sous forme vidéo. Il y aura un format plus texte aussi pour ramasser, synthétiser tous nos échanges. Et pour vous indiquer aussi que la vie, elle est aussi sur les territoires. On est des centres de ressources, on est implanté dans les régions. Il y a des actualités qui sont effectivement celles de la politique de la ville, de la mise en réseau, etc. Et il y a des temps qui sont organisés. Donc, par exemple, le 9 mai prochain, sur le thème de sport et de la laïcité organisé par j'ai un petit peu de mal. La Beaucité, par exemple, en Rhône-Alpes. Et puis, j'en cite un autre parce que c'est sur la région Bretagne. Ce sera le 6 juillet, un forum sport et quartier. Donc voilà, je vous invite à poursuivre sur le terrain. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine dans ce cas. Merci à vous toutes et tous. À bientôt.